transports fluviaux s'intensifient au XVIIIe siècle et en 1822 on envisage de relier la Loire au Rhône. Comme les caprices de la Loire rendaient la navigation aléatoire et difficile, on construisit de Digoin à Briare un canal latéral reliant le canal du Centre au canal de Briare. Jusqu'à sa construction, aucune communication directe n'existait entre le canal latéral à la Loire et le canal de Briare qui suit la rive droite. Il faut, pour rejoindre l'autre rive, suivre un chenal endigué d'1 kilomètre au travers du fleuve entre l'écluse de Mantelot en rive gauche et l'écluse des Combles en rive droite. Et à chaque crue, le passage devient dangereux, voire impraticable. En 1886, après plusieurs années d'études, c'est un projet de pont canal métallique qui fut finalement retenu et approuvé le 25 novembre 1890 par le ministre des Travaux publics. Ce qui permit le franchissement du fleuve par un bief de 17 km de long, creusé pour relier le canal de Briare à l'ancien canal latéral à la Loire. L'administration en confie l'exécution à Abel Mazoyer, ingénieur des ponts et chaussées. Les travaux de maçonnerie sont confiés à la société Eiffel. En effet, on attribue souvent à tort la construction du pont canal de Briare à Gustave Eiffel, mais il n'eut en charge que les fondations, les piles et les culées de l'ouvrage. Quant à la fabrication de l'ossature métallique, c'est à l'entreprise Dédé et Pillet de Creil dans l'Oise qu'elle sera attribuée. Moins célèbre qu'Eiffel, la société Dédé et Pillet n'était quand même pas une inconnue. Elle venait d'entreprendre la construction du pont Mirabeau à Paris. L'ajustage des tôles et des cornières est réalisé à Creil, dans les ateliers Dédé et Pillet. Les 15 travées de 40 mètres seront assemblées sur place. L'ensemble de l'ossature sera achevé le 15 avril 1894. Autre élément métallique du pont-canal, les chimères et les rostres des 4 pilastres marquant l'entrée de l'ouvrage sortent des fonderies Magnard et compagnie à Fourchambault. Ces pilastres sont ornés de plaques de marbre et d'éléments en fonte sur lesquels sont représentées les armes de certaines villes desservies par le canal ou reliées grâce à lui à Paris. Cette décoration, typique de la fin du XIXe siècle, justifiera son classement au monument historique. Pour qu'il soit utilisable en toute saison et pour permettre le passage en alternance d'une trentaine de bateaux chaque jour dans les deux sens, le pont-canal devait être ouvert à la navigation de 3 h du matin à 9 h le soir. Il fallait donc qu'il fût éclairé. Abel Mazoyer fait le choix de l'électricité. Thomas Edison vient à peine d'inventer l'ampoule à incandescence. 2 turbines sont installées dans un bâtiment en contrebas de la maison éclusière. Elles alimenteront les 64 candélabres du pont réalisés par le maître de forge Louis Gane. La naissance à Briare en 1896 d'un géant de 662 mètres et de plus de 72 000 tonnes fut un événement mondial qui passa presque inaperçu en France. L'ouvrage d'art fluvial le plus célèbre de son temps ne fut pas inauguré. Les autorités craignaient trop à affronter la colère des habitants. Le pont serait responsable, selon eux, des inondations qu'ils ont eu à subir à la fin des travaux, mais surtout, il les prive de la fréquentation des mariniers qui n'auront plus à traverser la ville. Depuis l'ouverture en 2003 du pont-canal de Magdebourg en Allemagne, au-dessus de l'Elbe, avec 918 mètres, le pont-canal de Briare n'est plus le plus long d'Europe. Il n'est plus, et depuis longtemps bien sûr, le plus moderne. Mais qui oserait prétendre qu'il n'est pas le plus beau ?